Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Meg Et ça. pour On en parle à Taïwan avec une émission assez particulière aujourd'hui dans un format où les invités principaux ne sont pas les animateurs de RTI mais des étudiants de l'Université nationale de Taïwan. Une fois n'est pas coutume, l'année dernière, on a déjà invité ces étudiants à venir au studio de RTI pour parler de leur vie. Et cette année, ils voulaient retenter l'expérience, mais là, ce sont d'autres étudiants, toujours avec leur professeur Max. Oui. Et cette année, ils ont souhaité nous parler des sujets qui intéressent les jeunes Taïwanais. Qui préoccupent les jeunes Taïwanais. Et c'est ce qu'on vous propose tout de suite, mais en précisant que ces étudiants ne sont pas en français, en fait. Ils font d'autres études. Ça reste une option, le français, et ils se Voilà. débrouillent très bien, je trouve. Ah oui, c'est impressionnant même, je veux dire, pour des étudiants dont la filière principale est autre chose que le français. Voilà. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux jeunes Taïwanais, petit moment et grand débat. Je suis Liselle, votre animatrice, et pour apporter l'actualité des liés aujourd'hui, j'ai accueilli mon co-animateur Cal. Salut Cal. Salut Liselle, c'est un plaisir d'être là. Au programme aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la culture taïwanaise de l'identité en ligne sous threats et à la question brûlante du service militaire, en passant par l'essentiel culture du petit déjeuner. Mais pour commencer, nous allons parler d'un sujet très personnel aux jeunes Taïwanais, les langues. Pour nous éclairer sur ce sujet, accueillons Léon et le jeune reporter Joël pour le reportage. La construction d'identité chez les jeunes Taïwanais. Bonjour Léon. Bonjour. Quand le gouvernement de Chiang Kai-shek a débarqué à Taïwan en 1949, tous les citoyens de Taïwan ont été forcés de parler uniquement le mandarin. Selon une étude de 2024, environ 70% des personnes parlent une autre langue que le mandarin à la maison. Mais pour le taïwanais, qui était la langue la plus parlée à Taïwan avant l'arrivée du mandarin, ce chiffre tombe à seulement 30%. Néanmoins, le gouvernement taïwanais a lancé une politique de bilinguisme qui demande que plusieurs aspects de la vie publique soient en mandarin et en anglais. Évidemment, cette décision fait toujours débat aujourd'hui. D'ailleurs, certains pensent que c'est une façon pour Taïwan de se détacher de la Chine. Tout ça met en évidence la relation complexe entre les langues et l'identité. Est-ce que notre manière de parler et la langue qu'on utilise répond à la question « Qui sommes-nous » Pour trouver la réponse, notre journaliste Joy a parlé avec Fong, qui est l'ambassadeur de l'Association générale de la culture chinoise, une organisation gouvernementale à Taïwan. En 1949, les gens à Taïwan parlaient beaucoup de langues différentes comme le taïwanais, le hakka, les langues autochtones, le cantonais, le shanghaïen, le hunanais. Mais en 2025, on entend presque seulement le mandarin à Taïwan. Si tous les jeunes parlent mandarin, est-ce que cela veut dire qu'on ne distingue plus les différents groupes ethniques? Selon Franck, oui. Oui, je pense que c'est le cas. D'un point de vue extérieur, on ne voit pas vraiment de grandes différences physiques. Et quand tout le monde parle la même langue, il devient difficile de savoir à quel groupe ou à quelle région quelqu'un appartient. Donc ces identités deviennent un peu plus invisibles. Mais je ne pense pas que la langue soit le facteur principal dans l'identité des jeunes taïwanais parce que la diversité linguistique a déjà commencé à disparaître depuis plusieurs décennies. Et ensuite, selon Franck, qu'est-ce qui change entre l'identité taïwanaise d'aujourd'hui et celle d'autrefois? Il y a 100 ou 200 ans, l'idée de taïwanais n'existait peut-être pas encore. Plus tard, taïwanais est devenu presque un synonyme de Hoklo, même s'il y avait les Hoklo, les Hakka et les gens venus de différentes provinces de Chine après 1949.
Mais aujourd'hui, dans le discours du gouvernement et des médias, on essaie de créer une idée plus large. Toutes les personnes qui vivent sur cette île peuvent être appelées taïwanaises. Les Roklo, les Hakka, les peuples autochtones, les Chinois, tout cela est maintenant mis dans un même cadre, les Taïwanais. Mais en même temps, on dit qu'il faut créer une société diverse. Alors, on met en avant les nouveaux résidents et on dit qu'il faut respecter leurs différences culturelles. C'est un peu paradoxal. On efface l'ancienne diversité pour en créer une nouvelle, alors qu'en réalité, la diversité existait déjà depuis longtemps. Comme vous l'entendez, la définition de taïwanais évolue sans cesse et cette richesse pourrait bien passer à la trappe si tout le monde se met à ne parler que le chinois et l'anglais. C'est pour ça que pour forger l'identité taïwanaise d'aujourd'hui, garder cette diversité, c'est absolument essentiel. Merci Joël et Lyon. C'était passionnant de vous écouter parler de la manière dont la jeunesse taïwanaise façonne son identité. Cette identité est intimement liée à un autre sujet central ici, la langue. Ces dernières années, la politique bilingue est sur toutes les lèvres. Car on parle de renforcer l'anglais, mais cela soulève aussi des questions sur la place des autres langues locales comme le taïwanais ou le hakka, n'est-ce pas? Absolument, Lisel. C'est un équilibre délicat entre l'ouverture internationale et la préservation d'un héritage linguistique très riche. C'est un miroir de défis identitaires de l'île en fait. Pour nous éclairer sur l'impact de cette politique bilingue sur la vie quotidienne et sur ce que les jeunes en pensent, notre reporter Hank a enquêté. Bonjour Hank. Le gouvernement taïwanais met en œuvre une politique visant à faire de Taïwan un pays bilingue d'ici 2030 et prévoit davantage de cours entièrement en anglais dans les collèges et lycées. L'augmentation du nombre d'enseignants étrangers, ainsi qu'une hausse de cours dispensés en anglais dans les universités. Plus de 30 millions de dollars taïwanais, environ 850 millions d'euros. Ils sont consacrés avec l'objectif que la moitié des diplômés universitaires atteignent le niveau B2 du CAFR. David, could you help us out and spell the word pilgrims? Pour les partisans, ce réforme renforcera la compétitivité internationale de Taïwan dans une économie fortement dépendante du commerce extérieur. Une meilleure maîtrise des langues étrangères faciliterait le développement économique et l'adoption rapide des nouvelles technologies venant de l'étranger. Les opposants estiment au contraire que ces ressources deviennent être utilisées pour résoudre des problèmes plus urgents, comme les inégalités dans l'éducation rurale ou le déclin des langues locales. Ici dans le Japon pour montrer qu'un pays peut réussir sans une forte présence de l'anglais et affirmant que les investissements deviennent cibles les domaines où cette langue est réellement indispensable. Quoi qu'il en soit, cette politique illustre la volonté du gouvernement de refoncer l'internationalisation de Taïwan. Merci Hank. Taïwan se mondialise grâce à ses langues, mais aussi grâce à sa diversité. Beaucoup de gens viennent ici pour travailler, surtout de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Au fait, Lisel, connais-tu le nouveau film taïwanais Le Pacte? Je le connais. C'est ce film qui a gagné plein de prix au festival de films sinophones Golden Horse. C'est ça. Ce film parle aussi de l'immigration illégale et c'était super intéressant d'écouter ce côté de l'histoire de l'immigration ici, inconnu à moi. Je recommande vraiment le film. Et justement, notre reporter Yui a enquêté auprès de jeunes Taïwanais pour savoir ce qu'ils pensent de ce sujet. Bonjour Yui. Bonjour Carl, bonjour Lisel, et bonjour aux personnes qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé?
Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de la manière dont les jeunes Taïwanais perçoivent l'immigration. Et c'est un sujet qui est perçu sous un angle complètement différent de celui qu'on peut voir en France. Alors, j'ai interviewé un étudiant taïwanais qui a grandi dans un quartier industriel à Hsinchu, où vivent de nombreux travailleurs migrants venus d'Asie du Sud-Est avec leurs familles. Et quand je lui ai demandé « Est-ce que les immigrants posent problème à Taïwan ?» il m'a répondu « Pas vraiment. Le seul problème, c'est que le quartier était un peu moins propre. Mais à part ça, je n'ai rien remarqué de grave. Du moins pour moi. » Et quand je lui ai demandé s'il craignait que Taïwan rencontre les mêmes difficultés que la France, il m'a dit qu'il n'y a jamais pensé. En France, l'immigration implique souvent installation durable, intégration et parfois tension visible dans la société. À Taïwan, la situation est différente. La plupart des migrants sont des travailleurs temporaires qui travaillent dans les usines, construction, pêche ou aide aux personnes âgées. Ils restent quelques années, puis repartent. Leur présence est essentielle à l'économie, mais ils restent souvent peu visibles dans le quotidien des jeunes Taïwanais. C'est sans doute pour cela que beaucoup de Taïwanais ne ressentent pas l'immigration comme un enjeu majeur. Elle n'influence ni leurs études, ni leur quartier, ni leur perspective d'emploi. Pourtant, Taïwan dépend de plus en plus de ses travailleurs, notamment à cause du vieillissement de la population. Alors, je vous laisse avec cette question. Si une société dépend de migrants qu'elle voit à peine, la jeune génération doit-elle continuer à fermer les yeux ou imaginer un Taïwan plus ouvert et plus inclusif? Merci Yi. Et quelle question! Passons à un sujet sociétal tout aussi important, les structures familiales traditionnelles et la façon dont elles évoluent. Souvent, ces questions d'immigration et d'identité se croisent avec celles du mariage. On observe à Taïwan des changements profonds dans la manière dont les jeunes envisagent les vies à deux. En effet, on l'a dit, le taux de mariage baisse, l'âge moyen augmente. C'est le reflet de l'évolution du sens de priorité, études, carrière, puis la recherche d'un partenaire. Exactement. Quels sont les nouveaux critères, les nouveaux attentes de cette génération Z vis-à-vis de l'union et du mariage? Pour le savoir, nous écoutons Léna et Angela. Bonjour Léna et Angela. Bonjour Lyselle, bonjour Karl et bonjour aux auditeurs. Selon le département de l'état civil du ministère de l'Intérieur de Taïwan, ces dernières années à Taïwan, on se marie vraiment de plus en plus tard. En 2024, l'âge moyen du premier mariage est d'environ 33 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes. Oui, c'est beaucoup plus tard que dans les années 90. Et c'est justement pour ça qu'on voulait parler aujourd'hui de ce que pensent les étudiants taïwanais du mariage. Exactement. Beaucoup de garçons disent vouloir se marier vers 35 ans. Et selon un sondage universitaire, près de 70% des étudiants masculins estiment qu'ils ne seraient pas prêts avant cet âge. Oui, ils veulent d'abord avoir une carrière stable, être financièrement indépendant, en bref, être prêt. Du côté des filles, l'âge idéal serait plutôt après 30 ans. D'ailleurs, environ 65% des étudiantes disent vouloir attendre d'avoir une indépendance économique avant de se marier. Et aussi afin de s'émanciper. Ça revient souvent quand on discute avec des étudiantes. Quand on leur demande pourquoi ils voudraient se marier, les garçons parlent beaucoup de sécurité juridique, d'une relation plus stable ou même d'avantages fiscaux. Oui, les impôts reviennent souvent. Et ils mentionnent aussi le partage du quotidien, des dépenses et des tâches. Pour les filles, c'est un peu différent. Elles voient plus le mariage comme un engagement affectif, un sentiment de bonheur et l'idée d'avoir quelqu'un avec qui vieillir.
Mais attention, tout le monde ne veut pas se marier. Certains garçons disent qu'ils vivent très bien seuls et qu'ils ne veulent pas de responsabilités supplémentaires. Et beaucoup de filles ont peur d'être privées de leur liberté, ou trouvent que le mariage profite encore davantage aux hommes qu'aux femmes, car elles doivent toujours assumer plus de tâches domestiques ou familiales. Oui, la pression sociale pèse beaucoup. Et pourtant, il y a un point commun. Si une grossesse arrive, beaucoup de couples se sont obligés de se marier. Environ 75% des jeunes interrogés pensent qu'ils souffraient encore cette norme. Exact. C'est encore un reflet de certaines coutumes familiales bien ancrées en Asie. Bref, les jeunes Taïwanais ne rejettent pas le mariage, mais ils veulent surtout choisir le bon moment et rester maîtres de leur propre vie. 容易高行啊，祖先的故事，容易报错，俺人的把事。Merci Lena et Angela. Se marier ou ne pas se marier, c'est toujours une question importante, sans doute. Peut-être surtout à Taïwan, qui a l'un des taux de natalité le plus bas au monde. Liselle, où discutent les gens de ces sujets aussi personnels que sociétaux? C'est sur l'application Threads. On y voit bien plus que des posts de resto et on peut ici observer tout ce qui concerne les jeunes Taïwanais. Fascinant. Alors, Terry, raconte-nous tout. Vous vous souvenez du lancement de Threads? Cette application est arrivée comme la grande rivale de Twitter, mais maintenant, presque tout le monde a oublié son existence. Enfin, tout le monde, sauf les Taïwanais. Pourquoi cette exception? À l'origine, c'était accidentel. Beaucoup d'utilisateurs cherchaient une alternative à Instagram. Vous savez, un endroit où l'on peut poster ses pensées sans avoir besoin de chercher une photo et surtout un endroit pour s'échapper de sa famille ou de ses collègues. C'était un petit cocon secret. Un tel espace manquait en particulier à Taïwan car l'ex-Twitter n'a jamais été populaire ici. C'est là que l'algorithme de Threads a fait sa magie. Il a semblé qu'il a compris l'humour et le besoin locaux bien mieux que quiconque. On y voit des publications d'inconnus plus souvent qu'ailleurs, ce qui satisfait la curiosité des Taïwanais. Résultat, l'application a ressuscité. Aujourd'hui, les utilisateurs décrivent Threads comme le groupe de discussion nationale de Taïwan. C'est le bruit de fond constant de l'île. On y trouve quoi? Absolument tout. Ça passe sans transition d'un débat politique ultra sérieux à l'invitation à une fête où il n'y a que des parfaits inconnus pour finir sur une annonce pour des clés de scooter perdus à Tainan. Bref, si quelque chose se passe à Taïwan, c'est aussi sur Threads. Merci Terry. Après ces discussions légères sur les mèmes en ligne, revenons à un sujet d'une importance capitale pour l'île, le service militaire. En raison du contexte géopolitique, Taïwan a rallongé la durée du service. C'est une décision majeure qui touche directement la jeunesse. En effet, c'est un retour majeur qui impacte la vie de tous les jeunes hommes, mais qui remet aussi en question la place de femmes dans l'armée et la façon dont cela affecte les études supérieures. Ce débat va bien au-delà de la simple défense du pays. Absolument. Nous allons explorer des aspects cruciaux de ce sujet. Et pour cela, nous recevons Michel et Benjamin qui se sont penchés sur la place des femmes et l'articulation entre les études et le service militaire. Bonjour Michel, bonjour Benjamin. Bonjour à vous, merci de nous accueillir. Et bonjour tout le monde. À Taïwan, le service militaire reste un devoir obligatoire pour tous les hommes majeurs. Historiquement très long, il avait été réduit à seulement 4 mois pendant la détente des tensions inter-détroits. Mais face à l'urgence de la menace chinoise, Taïwan a dû faire marche arrière. Depuis 2024,
La conscription est officiellement repassée à 1 an pour préparer la nouvelle génération au potentiel combat. Une question fait débat. Les femmes et même certains intellectuels devaient-ils être soumis au service militaire? J'imagine qu'il y a plusieurs enjeux sur lesquels les femmes se posent des questions quand on parle d'entrer dans l'armée, n'est-ce pas? Pour ce qui est des femmes, les inquiétudes sont assez répandues. Hommes et femmes n'auraient pas les mêmes capacités physiques et certains craignent qu'elles ne pourraient pas remplir toutes les tâches militaires. On parle aussi d'un manque d'infrastructures adaptées, notamment pour répondre aux besoins menstruels. On pourrait donc s'attendre à ce que l'opinion publique y soit plutôt opposée? Et pourtant, pas vraiment. Une étude nationale montre que près de la moitié des Taïwanais et 41% des femmes y sont favorables. Mais notre propre enquête universitaire révèle quelque chose d'encore plus frappant. Parmi les étudiantes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à soutenir la conscription féminine. Pour elles, c'est avant tout une question de responsabilité universelle face à la guerre. Je comprends. La défense nationale concerne tout le monde. Et puis, il existe des solutions. Les femmes pourraient très bien occuper des rôles logistiques. Dans un conflit, les équipements, les approvisionnements, les soutiens techniques, tout cela est absolument essentiel. Au-delà des femmes, un autre sujet anime le débat, celui des intellectuels. Doivent-ils, eux aussi, être appelés à servir sous le drapeau? Oui, beaucoup craignent que le service militaire n'effreine, voire ne bloque leur carrière, surtout depuis la remise en vigueur du service d'un an. C'est devenu une inquiétude réelle. Et qu'en disent les chiffres? Ils montrent une société très partagée. La moitié de ces jeunes intellectuels estiment qu'ils doivent servir comme tout le monde. Mais l'autre moitié considère qu'ils pourraient contribuer davantage au pays grâce à leurs connaissances, plutôt qu'en passant un an dans un camp. Ces clivages illustrent bien à quel point la question du service militaire divise aujourd'hui. Et plus largement, la question des dépenses de défense divise aussi. À présent, notre journaliste Jing va analyser ce sujet dans un reportage. Ici Taipei, les tensions en mer de Chine orientale ne cessent de croître entre Pékin et Tokyo. Et l'instabilité gagne tout le Pacifique Ouest. Sous les pressions constantes des manœuvres de l'armée populaire de libération, Taïwan a récemment adopté un budget spécial de défense d'environ 38,5 milliards de dollars américains, dépassant les 3% du PIB, avec pour objectif d'atteindre 100% d'ici 2030. Cette dépense massive est justifiée. Sur les campus des universités d'élite de Taïwan, la réponse est étonnamment unanime. Les sondages montrent que 90% des étudiants approuvent ces ratios et 65% d'entre eux estiment même que ce n'est pas encore assez. Ces futures élites sociales perçoivent aussi des inquiétudes plus profondes. Taïwan fait face au double dilemme d'avoir de l'argent mais rien à acheter et des fusils mais personne pour les porter. D'une part, l'autonomie de la défense est limitée par la réalité internationale. Les armées avancées sont souvent inaccessibles, obligeant l'île à attendre passivement les ventes américaines. D'autre part, la culture de gestion et le système ferme de l'armée entraînent une pénurie de recul. Pour Taïwan, le défi le plus difficile ne peut pas d'augmenter le budget, mais de restaurer la confiance de la jeune génération envers l'institution militaire. C'était Tsai Kai-jun pour cette analyse. Merci Jim. On dirait que l'armée reste un sujet brûlant sur lequel les Taïwanais ne cessent de débattre. C'était Michel et Benjamin.
à Taipei. Taipei. Merci Michel, Benjamin et Jim. Maintenant, quittons un instant les grandes questions de défense nationale pour un sujet qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, la distribution récente de 10 000 $ taïwanais par le gouvernement à chaque citoyen. Un petit coup de pouce qui a fait plaisir à tout le monde. Un sujet parfait pour recueillir les opinions de la jeunesse, savoir comment la fameuse génération Z a décidé de dépenser cet argent, c'est en apprendre beaucoup sur leurs priorités. C'est le petit débat amusant du jour. Nous avons demandé à Samuel et Ute de recueillir les opinions des jeunes sur cette distribution de 10 000 $ taïwanais et ce qu'ils en ont fait. Pour en parler, nous avons avec nous Samuel et Ute. Bonjour tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Samuel et je suis avec Ute. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlons de la distribution de 10 000 $ taïwanais, soit environ 280 € à tous les citoyens en 2025. Taïwan a déjà connu des mesures similaires. Les bons de consommation de 2009, les bons de relance pendant la pandémie et la distribution de 6 000 $ en 2023. Oui, mais Samuel, cette fois-ci, il s'agit de rendre l'impôt au peuple et d'un plan de relance. Le projet proposé par l'opposition avait d'abord été rejeté. Mais après l'échec de la destitution des députés menée par le parti au pouvoir, la situation a changé. Adoptée en juillet, la distribution a commencé en novembre. D'après les enquêtes de Yahoo, la plupart des gens comptent utiliser cette somme pour voyager ou consommer. Certains souhaitent l'investir et environ 14% préfèrent l'épargner. BBC News rapporte que notre génération a 3 avis principaux sur cette mesure. Le premier groupe est plutôt critique. Il considère cette distribution comme un compromis du parti au pouvoir après l'échec de la grande destitution. Certains estiment aussi qu'il est injuste de ne pas exclure des hauts revenus ou de ne pas tenir compte des personnes seules. Un deuxième groupe apporte plutôt son soutien. Il souligne que les recettes fiscales ont réellement dépassé les prévisions l'an dernier et que cette distribution peut aider à soutenir la consommation tout en réduisant légèrement la pression économique sur les jeunes. Un autre groupe exprime une forme d'inquiétude à long terme. Selon eux, si le gouvernement ne comble pas les déficits ou ne met pas en place de planification durable, mais se contente de distribuer de l'argent, la charge financière retombera sur notre génération, créant ainsi une dette laissée aux enfants. Alors, ces 10 000 $ sont-ils un simple stimulant économique à court terme ou plutôt un analgésique politique? Pour l'instant, les effets réels sont difficiles à déterminer et les réponses de la génération Z demeurent variées. Mais une chose est certaine, cette somme n'est pas seulement une mesure budgétaire, c'est aussi une pierre de touche, une manière pour les jeunes d'évaluer la gestion financière du gouvernement. Merci Samuel et Ute, 10 000 $, pas mal. Lisa, tu sais ce que tu vas acheter avec ça? Aucune idée. Peut-être que je vais les donner à ma mère. Trop mignon, pourquoi pas? Alors, perso, je ne le recevrai pas, mais je dépenserai tout pour le petit-déj. À Taïwan, le petit-déj est sacré et on le mange même à minuit. C'est à la fois bizarre et merveilleux. Bonjour Viency et Pamela. Bonjour Carl et Liselle. Et bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Alors Viency et Pamela, qu'avez-vous trouvé? Eh bien, pour cette dernière partie, on va parler de la culture du petit déjeuner taïwanais.
le petit déjeuner taïwanais est populaire. En fait, il est lié aux influences régionales et aux changements sociaux de l'île. Alors, on peut dire que le petit déjeuner taïwanais a sa propre histoire? Oui, à l'époque agricole, pour le petit déjeuner taïwanais, les familles mangeaient souvent du porridge avec des légumes marinés à la maison. Ah, donc c'était vraiment simple au début. Ouais. Puis, au XXe siècle, l'arrivée d'immigrants de Chine continentale et l'urbanisation ont changé les habitudes alimentaires. Les stands de youtiao et de lait de soja sont devenus très populaires. Et on en voit encore partout aujourd'hui. Exactement. Après ça, l'influence occidentale a apporté les sandwichs, le café et même le pain perdu, qui a été adapté localement. Donc c'est vraiment un mélange de cultures. Oui, et certaines régions ont leur propre spécialité. Par exemple, à Tainan, on peut prendre une soupe de bœuf pour le petit déjeuner. C'est intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que le petit déjeuner est même important pour les Taïwanais? Et oui, le petit déjeuner taïwanais reflète la diversité culinaire du pays et occupe une place importante dans la culture street food. En plus, les restaurants de petit déjeuner proposent une cuisine rapide, de nombreuses options, un menu personnalisable et des prix abordables. C'est super pratique pour tout le monde. C'est ça. Et parmi les plats les plus populaires, on trouve l'omelette taïwanaise, on l'appelle tanping, les sandwichs, le lait de soja, les onigiri et les burgers. Pourtant, j'ajouterais que la culture du petit déjeuner à Taïwan ne se résume pas à sa gastronomie. En fait, c'est une partie incontournable de la vie nocturne pour les jeunes Taïwanais. Tu parles des gens qui mangent le petit déjeuner le soir? Carrément, mais plus concrètement, des jeunes qui visitent les restos de petit déjeuner après minuit. On sait que la vie nocturne à Taïwan est très animée. Il y a beaucoup de choses à faire le soir. Par exemple, le karaoké est une tendance populaire chez beaucoup de jeunes. Après avoir fini le karaoké, ils veulent souvent manger des plats légers. C'est pourquoi le petit déjeuner est une solution qui leur vient souvent à l'esprit. Mais pourquoi ne choisit-il pas de manger dans les supérettes? Les plats réchauffés au micro-ondes, c'est pratique. Mais la cuisine préparée est artisanale, ça a une saveur irremplaçable. Et puis, les restos du petit déjeuner sont super décontractés. On peut y bavarder et traîner. C'est vraiment un endroit sympa. En somme, une palette de choix, des prix bas et des horaires très étendus. Voilà pourquoi le petit déjeuner taïwanais est si populaire. Merci VNC et Pamela. Et toi, Liselle, c'est quoi ton plat préféré du petit déj taïwanais? C'est difficile de choisir. S'il ne fallait en garder qu'un, je dirais le tanping. Cette fine crêpe roulée avec de l'œuf et de la sauce soja à l'ail. C'est un délice simple mais parfait. Mais je ne peux pas le manger sans un grand bol de doujiang chaud et sucré. Ce lait de soja frais, ça me donne de l'énergie pour toute la journée. Super. J'adore vraiment tout, mais j'ai un faible pour les youtiao qui viennent ici à mentionner. Ce sont de pains frits qu'on trempe dans un bol de lait de soja. J'ai très hâte d'aller manger le petit-déj maintenant, mais c'est un peu tard. Ce serait bien plus simple si les petits-déj duraient toute la journée. Néanmoins, j'espère que vous, chers auditeurs, avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Que ce soit en matière de langue, de réseaux sociaux, de services militaires ou simplement de petits déjeuners. Merci et à bientôt sur l'île formidable, Formosa. Merci.